Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La France a perdu 50 de ses enfants dans l'infamie du 7 octobre. La barbarie du Hamas doit prendre fin. Les mots à l'instant d'Emmanuel Macron sur X, le chef de l'État qui dit partager la douleur des proches d'Ohad Yahalomi, le dernier otage français dont le corps a été remis cette nuit à Israël. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondant d'Europe 1 en Israël, les analyses médico-légales ont été menées dès le retour des 4 dépouilles qui sont revenues en Israël et le corps d'Ohad Yahalomi a bien été identifié. Oui, Oahad Yahalomi, 49 ans, était le dernier otage israélo-français aux mains du Hamas. Les médecins légistes ont confirmé que son corps compte parmi les 4 qui ont été restitués à Israël au cours de la nuit. Le 7 octobre 2023, cet habitant du kibbutz Nir Oz avait été kidnappé avec son fils Eitan, 12 ans. Eitan a été libéré pendant la première période du cessez-le-feu. C'était en novembre 2023. Les corps d'Oahad Yahalomi, Shlomo Mansour, 86 ans, le plus âgé des otages, Itzik El-Garat, 69 ans, et Tsahi Idan, 50 ans, ont donc été restitués au cours de la nuit et en toute discrétion dans la bande de Gaza. C'était l'une des exigences d'Israël. Pas d'estrade aux couleurs de la Palestine et du Hamas, pas d'inscription menaçante et cynique, pas de public invité à assister à la scène. Le processus d'identification des corps à l'Institut médico-légal est presque achevé. Lorsque ce sera le cas, Israël libérera la totalité des quelques 600 détenus palestiniens qui devaient être relâchés samedi dernier. Ces libérations correspondent à la fin de la première phase de l'accord entre Israël et le Hamas. Les négociations sur la deuxième phase et donc sur la libération de 59 otages encore en captivité n'ont pas encore débuté. Merci Frédéric Simon à Tel Aviv pour Europe 1. Et en France, la prison à perpétuité incompressible pour le terroriste islamiste responsable de l'attentat de la basilique de Nice. Un soulagement des familles des 3 victimes assassinées le 29 octobre 2020 dans l'édifice religieux. Brahim Awissaoui a été condamné hier soir à la peine maximale. Par ailleurs, le terroriste de l'attentat de Mulhouse, Brahim Abdelsemed, a été lui mis en examen et écroué hier soir. Les victimes de l'attentat de Mulhouse sont les victimes directes du refus d'application des accords de 1968. Ça, c'est la déclaration hier du Premier ministre. Oui, au sortir du comité interministériel sur le contrôle de l'immigration, François Bayrou a mis l'Algérie dos au mur. Écoutez. Les refus de réadmission sont une atteinte directe aux accords que nous avons avec les autorités algériennes. Nous ne l'accepterons pas. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Journaliste au service politique d'Europe 1. Nous ne l'accepterons pas, dit le Premier ministre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel ultimatum le locataire de Matignon a-t-il posé là à l'administration algérienne? Eh bien, si d'ici 4 à 6 semaines, Alger ne coopère pas en acceptant de reprendre davantage ses ressortissants expulsés par Paris, François Bayrou ira au bout de sa menace. Le Premier ministre mettra donc fin à l'accord de 1968 qui octroie des facilités aux Algériens souhaitant s'installer en France. Impossible pour le locataire de Matignon de se dédire après sa prise de parole hier. C'est la première fois qu'un Premier ministre en fonction prend une position aussi ferme envers l'Algérie. Alors Alexandre Matignon va transmettre une liste d'urgence des ressortissants algériens sous OQTF les plus dangereux, cela même que la France veut que l'Algérie récupère immédiatement. Qu'est-ce qu'on sait du profil de ces personnes dites sensibles? Eh bien, ils sont une trentaine, des individus particulièrement dangereux donc, dont faisait partie le principal suspect de l'attentat de Mulhouse. Cette liste est connue des autorités algériennes puisqu'elle leur a été présentée à 2 reprises, notamment lors de la dernière visite de Gérald Darmanin sur place en novembre 2023. Alger a jusqu'ici toujours refusé les requêtes de Paris. Plus largement, la priorité reste la réadmission de tous les Algériens présents en centre de rétention administrative. Selon nos informations, ils étaient plus de 5000 l'an dernier, dont 90% sont fichés pour radicalisation à caractère terroriste. Merci Alexandre Chauveau. François Bayrou joue la fermeté aux côtés de son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Une lumière dont pourrait bien profiter Emmanuel Macron, Maï-Hélène Trémollet. Il valide depuis l'Élysée toutes les décisions de son Premier ministre. Emmanuel Macron pourrait décider de s'exprimer à son tour. Alors que François Bayrou compte tirer profit de son coup de force contre l'Algérie en emportant l'adhésion d'une grande partie des électeurs de la droite et du Rassemblement national, le chef de l'État, silencieux depuis le début de la crise, réfléchit à la manière de s'investir sur ce dossier pour reprendre le contrôle d'une crise majeure à l'échelle nationale et internationale. Il faut dire qu'après une tentative ratée de rapprochement avec Alger en 2022, la question algérienne laisse un goût amer au président qui pourrait désormais être tenté de changer de braquet
Taquet et de revendiquer la paternité du bras de fer avec Abdelmadjid Tebboune. Alors si les modalités ne sont pas encore fixées, l'Élysée n'exclut pas une prise de parole présidentielle, puisque dans tous les cas, aucune déclaration de son Premier ministre sur les accords de 1968 ne peut être décidée sans le feu vert préalable d'Emmanuel Macron. Mayalène Trémollet. C'est parti pour de longues négociations. Coup d'envoi aujourd'hui du conclave pour améliorer la réforme des retraites. Hier, François Bayrou a demandé aux syndicats et au patronat de rétablir l'équilibre financier de notre système de retraite, dont le déficit devrait atteindre 6,6 milliards d'euros en 2025. Barthélémy Philippe, le gouvernement a promis aux partenaires sociaux 2 choses. D'abord, transposer dans un projet de loi tout accord total ou partiel auquel il parviendrait, et puis ne pas interférer dans les négociations, mais les ministres trépignent. Oui, ce conclave inquiète les ministres qui s'affranchissent de la consigne. La France n'a pas les moyens d'abroger les 64 ans, lâche le ministre de l'économie Éric Lombard. Ce serait une grave erreur, abonde Laurent Saint-Martin, ministre du Commerce extérieur. La ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, veut que les Français travaillent plus longtemps. Des chiffons rouges pour les syndicats. Christelle Thieffine est secrétaire nationale de la CFE-CGC. Si c'est comme ça pendant 3 mois, ça va pas bien se passer du tout. C'est quand même le relais des positions patronales. Le gouvernement a aussi changé l'objectif. Il s'agit d'équilibrer les régimes de retraite lestés par 7 milliards d'euros de déficit et non plus de ne pas dégrader les finances du système. De quoi compliquer la mission du conclave dont l'organisation visait surtout à éviter la censure, selon le politologue Benjamin Morel. Promettre un conclave, ensuite un projet de loi, c'était une façon de faire passer les budgets, de désamorcer une partie des tensions politiques, mais ça ne permettait que de les reporter. Si les partenaires sociaux s'écharpent, le PS ne pourra pas accuser le gouvernement et ce dernier n'aura pas à enterrer la réforme de 2023. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Et aux États-Unis, la nouvelle menace économique de Donald Trump. Fini les accolades amicales affichées lundi avec Emmanuel Macron. Le président américain a tiré à boulet rouge hier sur l'Union européenne. Il annonce 25% de taxes sur tous les produits importés d'Europe, estimant, je cite, que l'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis. Et puis à 19h, les Réunionnais devront être confinés dans des lieux sûrs. Les mots ce matin du préfet de la Réunion qui va déclencher l'alerte rouge. Oui, à l'approche du cyclone Garance, phénomène dangereux avec des vents potentiellement destructeurs supérieurs à 150 km/h selon les services météo. Il se situe pour l'heure à un peu plus de 300 km de l'île Bourbon. L'aéroport a été fermé il y a une demi-heure. Des centres d'hébergement d'urgence vont être ouverts dans l'île en fin d'après-midi avant le déclenchement de l'alerte rouge à 19h. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h08. C'est un petit peu tôt peut-être pour une bière, mais la version BD de la boisson peut se consommer à toute heure et sans modération. Oui, à la place d'une pinte, Europe 1 vous propose ce matin de découvrir Biérologix. C'est donc une BD qui raconte tout ce qu'il faut savoir sur ce breuvage fermenté, l'un des premiers dans l'histoire de l'humanité, Sébastien Bordenave. Grâce à une histoire prétexte, la BD Biérologix vous propose en dessin la dégustation houblonnée d'une boisson consommée vraisemblablement la première fois il y a plus de 10 000 ans, si on en croit une poterie chinoise du néolithique. Longtemps conservée par les Gaulois dans des tonneaux en bois, ce fut longtemps une boisson plutôt plate. Gloire au fût en inox de la révolution industrielle, la bière allait désormais rester effervescente. Histoire, physique, chimie, géographie, goût et couleur, l'univers de la bière est infini. S'enchaînent dans la BD des conseils pratiques. Toujours rincer son verre à l'eau froide avant de se servir et penser à l'incliner à 45 degrés pour obtenir ce qu'il faut de mousse. Alors est-ce que les moines ont le droit de faire des bières trappistes sans alcool ? Comment on mesure l'amertume et est-ce que les bières ont, comme le vin, différents cépages ? Et accessoirement, tout sur la stout, votre curiosité sera forcément satisfaite avec cette BD appelée Biérologix. Bonne fermentation à tous. Sébastien Bordenave, Biérologix de François Bachelot et Vincent Burgeon à volonté. En revanche, la bière avec modération, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, on le rappelle. En football, il fallait avoir les idées claires hier. La victoire de Dunkerque, 3-2 face à Brest en quart de finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain a pour sa part corrigé Saint-Brieuc 7-0 pour rejoindre les demi-finales. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. C'est le maire de Nice et vice-président du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe, Christian Estrosi qui sera face à Sonia Mabrouk.